Salut, c'est Jean Rivière. Dans cette vidéo, on va parler des sujets qui vont marcher pour toi si tu veux devenir formateur. Donc des thématiques qui vont fonctionner pour toi. C'est la grande question. Tu sais que la thématique, le sujet, ça fait bien 50% du succès finalement. Ça fait bien 50% du succès dans nos métiers. Et souvent, beaucoup de gens pensent qu'il y a des sujets qui marchent toujours et qu'il y a des sujets qui marchent jamais. Ou bien que si on se lance dans le sujet 1, souvent on pense au marketing, on pense à toutes les choses où il s'agit de gagner de l'argent ou autre chose, que ce soit l'immobilier, que ce soit le trading ou autre, on se dit waouh, là-dedans il y a de l'argent. Et puis quand on pense à d'autres choses, par exemple la menuiserie, le travail du bois ou la robotique, là d'un coup on se dit il n'y a pas d'argent. La vérité est beaucoup plus compliquée que ça. La vérité est beaucoup plus compliquée que ça et on va essayer de la toucher dans cette vidéo. Et ce que je voudrais qu'on puisse faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, ce qu'on puisse faire ensemble, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches quel sujet, quelle thématique va marcher pour toi et que tu saches exactement pourquoi. C'est-à-dire que tu puisses faire le tri et que tu puisses savoir non seulement qu'est-ce qui marche en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne par rapport au marché comme thématique, et aussi qu'est-ce qui va fonctionner par rapport à tes atouts à toi, c'est-à-dire ta personnalité, tes centres d'intérêt. Enfin, tu vas le voir, il faut faire très attention à ces centres d'intérêt, à ces passions. Souvent, on se lance dans quelque chose par passion, et puis au bout d'un moment, ça devient une sorte de boulet, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'aime plus du tout parce que c'est devenu du travail. Donc attention à ça. Alors, avant tout, la première des choses qu'il faut faire quand on choisit une thématique, c'est de penser à toi. Non pas de penser au marché, mais de commencer par toi. Il est bien évident que si tu te lances dans un sujet qui te plaît et qui te passionne, ça va être beaucoup plus facile pour toi de créer du contenu, ça va être moins d'efforts. Alors, j'ai un nouveau chat, c'est sa première vidéo YouTube, vous pouvez dire bonjour si vous voulez. L'autre chat va très bien, l'autre chat, je le gardais pendant qu'un proche était malade. Et puis, ça m'a manqué, donc du coup, voilà, j'ai un nouveau chat. Elle s'appelle Lucie, elle est toute mignonne. Voilà, bon, alors sur la thématique, on va pas partir dans les chats. Commence par toi, commence par ce qu'il te plaît, par ce qui te plaît toi, dans ta phase de recherche d'une thématique, mais fais aussi très attention. Parce que quand on est dans une phase de recherche active d'informations sur un sujet, ça a dû t'arriver, ce que les Américains appellent tomber dans un rabbit hole, donc dans un trou à lapin, en référence à Alice au pays des merveilles. Tu sais, de tomber dedans comme ça, quand tu tombes sur un super sujet fascinant, que ça soit sur YouTube ou que ça soit ailleurs, et que tu commences à explorer, à acheter des bouquins, à acheter des formations, à te former, à progresser, et tu trouves ça fascinant, il faut faire très attention parce que ça correspond souvent à des cycles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le même cycle d'intérêt que vont avoir aussi tes clients. C'est un peu le taux de rétention de tes clients, il est à peu près équivalent à ça. Et il est rare, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que les geeks d'un sujet, les personnes qui ont vraiment, tu vois, dépensé beaucoup d'argent aussi, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans un sujet, que ça soit la pêche, la natation ou autre, ou la photographie. Ils ont acheté plein de matériel et du coup, ça va les suivre pendant toute leur vie. Ils ont rencontré aussi des gens qui se passionnent pour ça, qui sont devenus leurs amis, mais ça, c'est une exception. Il faut bien se rendre compte que la plupart des sujets qui nous fascinent et dans lesquels on tombe dedans comme ça, dans une phase de recherche et de passion, ça dure rarement plus de 6 mois. Et 6 mois, c'est à peu près la durée pendant laquelle on constate, c'est en gros le temps de rétention sur un sujet passion pour la plupart des gens, c'est-à-dire en excluant l'ultra-minorité des geeks, c'est-à-dire des personnes qui se mettent là-dedans pour toute leur vie. Mais pour la plupart des gens, la plupart des sujets ne durent pas plus de 6 mois. Tu peux regarder, toi, les centres d'intérêt que tu as eu récemment. Peut-être que, je sais que moi, ça m'arrive en ce moment sur des sujets qui sont assez personnels d'ailleurs, mais plus sur le travail sur soi, tout ça. Je me suis mis à fond dedans et là je sens déjà que je vais me stabiliser. Et peut-être que tu t'es intéressé à la pêche, au chat, à la natation, à je sais pas quoi, au trading, et tu peux regarder dans ton histoire passée, tu vas te rendre compte que tu as eu un pic comme ça où tu t'es intéressé à tout, tu as acheté tous les bouquins, toutes les formations et ensuite ça a descendu. Donc ça c'est vrai pour notre audience, pour la plupart, parce qu'il y en a pour qui ça dure toute la vie, mais c'est vrai aussi pour nous. Et donc ça veut dire qu'il faut faire très attention de pas commencer une activité quand on est encore dans cette phase-là, c'est-à-dire sans être sûr que c'est quelque chose qui va nous suivre pendant toute leur vie, pendant toute notre vie. Parce que, tu sais, quand on s'intéresse à des sujets, on passe souvent par une phase d'exubérance, c'est-à-dire une phase où on est obsédé complètement par ce sujet, où on fait que penser à ça, où on fait que faire des recherches là-dessus. Enfin, si tu as un peu la même psychologie que moi, et puis que la plupart des gens qui font ce métier, on est tous un petit peu
peu comme ça. C'est-à-dire qu'on se met vraiment à fond dedans et il faut faire attention, savoir que ça fonctionne par cycle et qu'à la fin de ce cycle-là, il se peut que tu sois plus intéressé du tout ou que tu sois moins intéressé. C'est la raison pour laquelle, moi, je te conseille de choisir un sujet, bien entendu, que tu aimes et duquel tu es passionné parce que ça va être beaucoup plus facile. Tu vois, faut pas partir là-dedans que pour l'argent en se demandant, moi, je veux juste un sujet qui gagne de l'argent parce que ça va être horrible à faire, le travail. En plus, ça va être dur de progresser, ça va être dur de te former sur un sujet que t'aimes pas. Donc, pars de quelque chose que tu aimes. Mais fais très attention à ça, demande-toi depuis combien de mois ou d'années je suis vraiment passionné par ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui dure? Regarde aussi ton investissement à la fois en temps, mais aussi en termes social, et c'est-à-dire les amis que tu t'es fait dans cette thématique-là, est-ce que ce sont des amis à long terme? Et en termes d'investissement financier, c'est-à-dire est-ce que tu as fait des efforts financiers dans ce domaine-là? Évidemment, quelqu'un qui a dépensé 5 000, 10 000 euros en matériel de pêche, bon, il y a beaucoup plus de chances qu'il continue à s'intéresser à la pêche au fil des années qu'une personne qui a juste mis, je sais pas, 50 euros. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui a tout son cercle social ou une grosse partie de ses amis autour de la natation, de la thématique de la natation, c'est-à-dire ses amis sont nageurs, ils aiment bien parler de nage et tout, c'est quelqu'un qui a des chances de durer là-dedans, son intérêt a des chances de durer. Donc fais très attention à ça. C'est important aussi, tu sais, c'est pareil pour tout, c'est pareil dans les couples, c'est pareil pour les voyages, quand on découvre un nouveau pays, c'est pareil pour les passions. On passe souvent par une phase de lune de miel, c'est-à-dire que si tu t'es expatrié dans un autre pays, tu l'as probablement constaté, la première époque, la première phase, c'est la lune de miel. La lune de miel, c'est l'époque pendant laquelle on trouve que tout est parfait. On arrive dans un nouveau pays, on voit plus les défauts de notre pays ou les choses qu'on n'aimait pas dans notre pays d'origine. Du coup, on a l'impression que tout est beau, tout est magique, tout est parfait. On découvre, il y a des personnes aussi qui font ça en découvrant une idéologie. Ils découvrent une idéologie, ils trouvent que tout est parfait, ou une croyance, c'est pareil parfois. Ils découvrent ça, c'est génial, ils sont fascinés, ils lisent tous les trucs et tout, jusqu'à ce qu'ils voient les premiers défauts, ou les premiers défauts des gens qui sont dans ce groupe-là, et que, il y a des grandes chances qu'ils partent à ce moment-là. Tu vois, donc faire attention, faire très 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 attention, parce qu'à la fin de la lune de miel, il y a plus de 50% de chances qu'on quitte. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va découvrir que notre regard va être clarifié sur cette thématique, on va voir les choses qu'on n'aime pas trop. Et puis il y a aussi le fait que la passion va se transformer en travail. Donc c'est très important que cette passion soit bien ancrée derrière, parce que ça devient un travail. Donc forcément, voilà, on n'a pas forcément le même... Tu vois, quand tu te lèves le matin, tu te dis c'est du travail. Parfois, pas tout le temps, mais il y a des fois où tu n'auras pas forcément envie de faire le boulot. Et donc du coup, ça peut aussi, moi je l'ai vu chez certaines personnes, transformer une passion. C'est-à-dire quand on se professionnalise comme ça, l'un des risques, c'est de transformer quelque chose qui nous apportait plein de plaisir en quelque chose qu'on n'aime plus. C'est-à-dire nous faire perdre le goût pour cette chose-là parce que c'est devenu un travail. Donc attention aussi à ça. Commencer par une passion qui est vraiment ancrée et puis s'autoriser à avoir une certaine variété dans ce sujet. C'est-à-dire faire en sorte que ce sujet soit assez libre, ça ne veut pas forcément dire vaste, parce que moi je conseille de se spécialiser, plutôt que de généraliser, de parler de tout et n'importe quoi. Mais que tu puisses avoir une certaine liberté à l'intérieur de ce sujet, peut-être de parler, tu vois, d'avoir un ton qui te permet parfois de parler de choses un peu plus personnelles ou d'autres centres d'intérêt que tu peux lier à ça, pour avoir une diversité, pour avoir une variété et pour ne pas t'ennuyer. Il y a aussi le souci qui est, ça c'est un souci auquel tous les formateurs sont confrontés, c'est que souvent tu démarres en créant du contenu sur un sujet que tu découvres. C'est l'histoire de beaucoup de formateurs, de beaucoup de créateurs. Je sais pas ce qu'il fait avec les rideaux là. C'est pas bien là de jouer avec les rideaux. Bon, je vais pas courir après les rideaux en même temps que de parler, mais il y a beaucoup de formateurs, de créateurs qui se lancent là-dedans parce que ils découvrent un sujet. Ils apprennent, ils prennent des notes, ils sont à fond dedans et tout. Du coup, à ce moment-là, ils commencent à avoir envie de partager. Et le souci, c'est que du coup, ce qu'ils partagent, c'est plus pour les débutants. Mais il y a un moment où ils vont avoir atteint un certain niveau d'expertise et où parler de trucs pour débutants, ça va les fatiguer. Parce que quand tu as raconté 1000 fois comment monter un business en ligne, ou quand tu as raconté 1000 fois comment pêcher un poisson pour la première fois de sa vie, ou quand tu as raconté, tu vois ce que je veux dire. Toi, quand tu es 10 ans dans le sujet, il y a un moment... tu as envie de parler de choses plus approfondies. Quand tu discutes avec tes amis qui sont dans le métier, tu discutes pas de comment la première semaine dans un business en ligne. Non, tu discutes de choses beaucoup plus approfondies. Et donc faire attention parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut devenir un peu rébarbatif de raconter toujours les mêmes choses si tu t'adresses aux débutants. Donc tout ça c'est par rapport à toi. C'est-à-dire, c'est pas ce qui va faire que ça va fonctionner, mais c'est important quand même comme préalable. Ensuite, de quelque chose, ça c'est 2 règles qui sont données, que j'aime beaucoup, qui sont données par Perry Marshall,
que tu connais peut-être, qui est un Américain qui parle de marketing, de publicité en ligne et tout, et j'aime beaucoup ces deux règles-là. La première règle, c'est de faire en sorte que tu sois sur un marché en croissance. En croissance d'au moins 10% par an, 5-10% par an. C'est-à-dire, ça, tu peux pas le savoir parce qu'on n'a pas forcément des chiffres dessus, mais regarde Google Trends, par exemple. Il y a plein d'outils comme Google Trends qui te permettent de voir l'évolution de l'historique de recherche sur un terme. Par exemple, si tu veux aider les gens qui créent des podcasts, que toi, tu es passionné de podcasts, c'est important de te demander est-ce que les podcasts, aujourd'hui, c'est en croissance ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que c'est en train de tomber ? Est-ce que c'était un intérêt qui est en train de tomber ou est-ce que non ? Et donc, du coup, tu vas sur Google Trends et tu regardes l'historique. Est-ce que les gens cherchent, tu vois, au fil des années, est-ce qu'ils cherchent davantage qu'avant le terme podcast ? Est-ce qu'ils s'intéressent davantage ou au contraire, est-ce que c'est une bulle qui est en train de tomber ? Donc, bien vérifier ça, qu'on est dans un marché en croissance. Et deuxièmement, avoir la possibilité d'être le meilleur ou l'un des meilleurs sur un sujet spécifique. Ça veut dire que c'est bien évidemment très difficile et ça va pas arriver la première semaine que tu sois le meilleur sur la natation, sur la pêche ou quoi, le meilleur créateur ou le meilleur formateur. Mais tu peux choisir un angle, un axe ou une spécialisation sur laquelle tu puisses être le meilleur, ou la meilleure, même si tu l'es pas encore aujourd'hui, que ça soit possible, que ça soit clairement possible en te formant davantage. C'est-à-dire pas partir dans un truc où il faut devenir le prochain Bill Gates ou le prochain, tu vois, pas un truc impossible. Jouer dans une cour qu'on peut maîtrise, c'est-à-dire dans un bocal dans lequel on peut être le plus gros poisson. Et s'il y a trop de gros poissons dans le bocal, change de bocal. Ça va être aussi beaucoup plus agréable pour toi. Donc ça, c'est important. À la fois un marché en croissance, à la fois que tu puisses être le meilleur ou l'un des meilleurs un jour sur ton sujet. Et pour ça, n'hésite pas à restreindre le sujet plutôt que d'être moyen en tout, en toutes les sous-thématiques, dans toutes les sous-thématiques que tu vas aborder. Troisièmement, c'est important d'étudier le marché. Souvent, quand on parle d'études de marché, on pense à des trucs d'école de commerce et tout ça. On se dit, moi, je sais pas faire une étude de marché. Les études de marché telles qu'elles sont faites, telles qu'on les apprend à l'école, c'est davantage pour avoir des bonnes notes ou pour faire joli sur un dossier, pour donner à une banque ou autre. C'est pas du tout un truc réel. Bon, pour savoir, évidemment, il y a des données qui sont intéressantes. Le problème, c'est que nous, dans le métier, les données, elles sont dures à obtenir. Bon, il s'agit pas d'aller faire des sondages et tout, surtout pas. Il s'agit de se demander, et ça, tu le sais, tu vas le savoir si tu as la connaissance de ce marché. C'est indispensable que tu aies la connaissance de ce marché, c'est-à-dire que toi-même, tu sois client dans ce marché-là, que tu connaisses des gens qui sont dans cette thématique-là et tout, parce que si tu connais pas le monde dans lequel tu te lances, ça va être un peu dur. Donc, tu regardes le monde dans lequel tu veux te lancer et tu te demandes, est-ce que les gens ont dépensé de l'argent et est-ce qu'ils ont dépensé, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont investi à la fois du temps et de l'argent dans cette thématique. Par exemple, quand tu regardes les thématiques un peu de hobby hardcore, c'est-à-dire par exemple la pêche, la photographie, etc. Quand tu regardes les passionnés de pêche, sont des gens qui dépensent un argent fou dans le matériel de pêche. Et dans les événements, peut-être, j'en sais rien, je connais rien à la pêche, mais probablement dans pas mal de choses. C'est-à-dire qu'ils mettent une proportion relativement importante de leur salaire dans leur passion. Quand tu regardes les personnes qui font, je sais pas, du tuning de voiture, là, ou qui customisent leur voiture, moi j'y connais rien non plus, mais tu vois bien que ce sont des gens qui d'habitude les gens qui sont impliqués dans ce sujet-là, ont tendance à dépenser une bonne partie, c'est-à-dire un gros pourcentage de leur salaire tous les mois ou de leurs revenus tous les mois pour s'adonner à leur passion. Quand tu regardes dans la photographie, c'est pareil, beaucoup de geeks un peu de la photo ou de passionnés vont dépenser un pourcentage conséquent de leur argent dans cette thématique. Maintenant, tu as d'autres thématiques dans lesquelles les gens ne dépensent rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'investissement personnel. Parce que quand tu sais que tu as des passionnés dans un hobby, dans une passion, tu sais que c'est des gens qui vont te suivre pendant des années, qui vont dans des années être encore là. On n'est plus dans les gens qui restent pendant 6 mois quand on est dans ce cadre-là. Et on sait aussi qu'ils ont de l'argent à allouer à cette passion-là, à ce sujet, et donc aussi aux produits et aux services qu'on va pouvoir leur proposer. Donc c'est important de savoir ça. Donc tu peux lister, si tu as plusieurs idées de thématiques, te demander quelle est la thématique ou quelles sont les thématiques sur cette liste dans lesquelles je pense que les gens dépensent la plus grosse partie de leur le pourcentage un pourcentage plus important de leur salaire. Et je sais pas si les rideaux vont tenir jusqu'à la fin de la vidéo, franchement. On va voir. Bon. Alors, le salaire et le temps. Combien d'heures est-ce qu'ils passent en moyenne chaque semaine à s'adonner à leur passion? Et tu vas te rendre compte qu'il y a, dans certains cas, ils y passent pas beaucoup de temps, et dans certains cas, par exemple, je sais pas,
Il y a tellement de choses sur lesquelles les gens passent pas beaucoup de temps, parce que c'est pas vraiment une passion, c'est juste un problème à régler. Par exemple, quand tu dois réparer ton chauffe-eau, ça te passionne pas. Je veux dire, tu lis pas des bouquins sur la réparation de chauffe-eau pour t'endormir le soir, tu te fais pas des amis qui sont passionnés par la réparation de chauffe-eau. T'as juste besoin de réparer un chauffe-eau, donc tu cherches sur YouTube, mais c'est pas une passion, c'est pas quelque chose sur lequel tu dépenses tous les mois une bonne partie de ton salaire et sur lequel tu passes plusieurs heures habituellement chaque semaine. Donc bien identifier les passions à long terme. Et quand tu sais que tu es sur une passion à long terme comme ça, tu sais que tu es dans une bonne zone, c'est-à-dire tu n'as pas besoin, encore une fois, ça sert à rien de... C'est beaucoup de gens qui pensent que les seules thématiques où on gagne de l'argent, c'est le trading, le business, l'immobilier, tout là où il y a un retour sur investissement, pas forcément. À partir du moment, tu le vois bien, il y a plein de domaines dans lesquels il y a des passionnés qui dépensent une somme conséquente tous les mois, en moyenne, pour s'adonner à leur passion. Et toutes ces thématiques-là sont très bien. Maintenant, et c'est la quatrième chose, il est bien entendu que quand il y a un retour sur investissement évident, c'est plus facile de vendre. Et c'est la raison pour laquelle, dans les thématiques qui sont liées à l'argent, de près ou de loin, c'est-à-dire l'immobilier, le trading, le business, peu importe. Bon, dans toutes ces thématiques-là, c'est bien évidemment beaucoup plus facile de démontrer un retour sur investissement. On n'a même pas besoin de le démontrer. Quand moi j'achète, par exemple, une formation pour m'aider à trouver plus de clients, j'imagine bien, enfin c'est mon but, c'est que cette formation en tant que client me coûte rien parce que j'ai pour objectif d'avoir plus de clients, donc ça va rien me coûter. Maintenant, quand j'achète une formation sur la pêche ou sur le solfège, bah là, j'ai la sensation de sortir de l'argent de ma poche qui ne rentrera pas dedans derrière, enfin il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc, c'est à toi, et ça, il faut être créatif un petit peu, c'est à toi de trouver le retour sur investissement sous la forme. Moi, j'aime bien, enfin, je pense que c'est important de trouver ça dans une activité comme la nôtre, de pouvoir démontrer à ses clients que nos produits ne leur coûtent rien. Ça veut dire, par exemple, par exemple, s'il y a une économie en temps, par exemple, si on fournit une économie en temps, on leur permet de gagner du temps en apprenant des techniques plus rapides ou en apprenant plus rapidement, bah, il faut compter combien coûte ce temps, comparé à d'autres alternatives où tu mets plus de temps. Par exemple, comparer aussi une formation au coût de cours particuliers, au coût d'un séminaire, au coût de choses qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher qu'une formation. Tu vois? Donc, on peut toujours faire une démonstration du retour sur investissement sur d'autres thématiques. Mais c'est vrai qu'il y a une facilité à vendre sur les sujets sur lesquels le retour sur investissement est évident parce qu'on n'a pas besoin de le démontrer. Mais dans n'importe quelle autre thématique, si on arrive à le démontrer facilement, ça veut dire montrer aux gens que l'achat ne leur coûte rien, bah c'est exactement pareil au final et il n'y a pas de raison pour laquelle ça marche moins. Bon. Cinquièmement, et ça c'est toujours sur l'argent, attention à ne pas attirer que des gens qui veulent l'appât du gain. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça peut être mieux même d'être sur une thématique dans laquelle tu n'as pas ce facteur argent et tout. Gagner de l'argent et tout. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont là pour l'appât du gain, qui ne veulent que le gain, qui veulent que des résultats rapides, mais qui sont pas passionnés par le sujet en tant que tel, ne durent jamais longtemps dans une audience. C'est-à-dire, tu sais bien, enfin, il y a tous ces gens, par exemple, qui veulent gagner de l'argent. Si tu cherches gagner de l'argent sur YouTube, bon, tu vas avoir tous les trucs pour gagner 10 balles par-ci, 10 balles par-là, comment économiser sur les courses, comment gagner 10 balles en faisant un truc sur Fiverr ou je sais pas quoi. Enfin, tu vas avoir que des trucs comme ça. Ces gens-là ne sont pas passionnés, les gens qui cherchent ça ne sont pas du tout passionnés par la chose qu'ils vont faire pour gagner de l'argent. Ils sont pas passionnés par faire des formations. Ils sont pas passionnés. Non, ils veulent juste l'argent. C'est tout, point. Et ces gens-là, demain, on va leur proposer une autre méthode pour gagner de l'argent et ils seront plus chez toi. Regarde, on l'a vu avec la succession de ce qui s'est passé, nous, dans notre domaine. Regarde, moi, je le sais parce que je suis dedans. Moi, j'apprends aux gens comment créer des formations, comment vivre en tant que formateur. Voilà. En gros, notre produit, c'est la formation. La promesse, si tu veux, ou le résultat final, c'est bien entendu de gagner sa vie. Voilà, gagner sa vie, voire bien la gagner. Mais moi, la méthode que j'enseigne, c'est les formations. Bon, maintenant, depuis longtemps maintenant, il y a eu l'immobilier qui a bien monté sur YouTube et tout, la thématique de l'immobilier. Et l'immobilier, pour les gens qui veulent gagner de l'argent, bah, c'est génial, parce que si tu veux juste gagner de l'argent et que tu n'es passionné par aucun sujet, bah, il faut faire de l'immobilier plutôt que des formations. Pourquoi? Parce que en tout cas, c'est la promesse de la chose, c'est que tu n'as pas besoin vraiment de travailler, même si dans les faits, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de gens pensent, voilà, j'ai pas besoin de travailler si j'investis dans l'immobilier par rapport à faire des formations. Bon. Donc voilà. Sauf que l'immobilier, ça c'est pas fini là. Maintenant, il y a le trading, tout ce qui est crypto et tout machin. Bon, voilà. Et le trading est en train de prendre la place, ou l'a déjà prise, plus ou moins, par rapport à ces gens-là, je parle, les gens qui sont pas passionnés.
mais de l'immobilier. Parce que l'immobilier, il y a quand même du boulot. Faut trouver un appart, faut le rénover, faut prendre un crédit, tout ça. Le trading, c'est j'appuie sur un bouton. Alors après, je te dis pas si ça marche ou pas. Je suis pas du tout en train de juger la viabilité de ça. Moi, personnellement, pour des raisons qui me sont personnelles, je préfère que ma source de revenus, ça soit des formations. Pour quelqu'un d'autre, ça va être le trading ou l'immobilier. Je compare pas la validité ni les résultats ici. Je parle du mécanisme par rapport aux gens qui sont là juste pour gagner de l'argent. Pour eux, ils sont agnostiques, si tu veux, par rapport à ça. Eux, ils s'en fichent complètement, que ce soit par les formations, par l'immobilier, par le trading ou par cultiver des betteraves, si tu veux, à la limite, tu vois. Les betteraves ou chanter des incantations magiques, quoi, tu vois. Bon, peu importe, tant que ça leur apporte de l'argent. Ces gens-là, il est bien évident qu'ils vont pas rester à vie chez toi, dans ton audience. Pourquoi ? Parce que la prochaine fois qu'on leur proposera autre chose et puis encore autre chose, ils vont partir. Alors que quelqu'un qui s'est impliqué dans la création de formation depuis des années, qui est devenu formateur, qui veut encore apprendre, qui veut se perfectionner, quelqu'un qui est impliqué dans l'immobilier, pareil. Quelqu'un qui s'y est mis, il a vu quelques vidéos, il a pris une formation, il s'est impliqué, il a acheté des apparts, il a fait son truc, il est maintenant dedans. Il n'y a pas demain à tout abandonner pour vendre des betteraves ou faire de la magie. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Il est devenu quelqu'un qui est passionné par l'immobilier. C'est devenu sa source de revenus. Et c'est vrai aussi dans le trading. Et ces gens-là sont pas des gens qui sont là uniquement pour l'argent. C'est des gens qui sont passionnés par... le trading, c'est passionnant, par exemple. C'est complètement passionnant. Et ça correspond à certains types d'intelligence. Moi, j'ai des amis qui sont à fond là-dedans, par exemple. Il y en a pas mal qui sont programmeurs ou des trucs comme ça, parce que c'est un peu le même type d'intelligence. Ça leur parle à ces gens. Ils sont passionnés. Bien entendu, ils veulent gagner de l'argent avec. Mais il y a aussi la passion. Et quand tu peux t'adresser à des personnes passionnées, ça dure plus longtemps. Ces gens-là peuvent rester à vie dans ton audience. Contrairement à quelqu'un qui va rester 10 minutes. Surtout que ceux qui veulent juste de l'argent, en général, ils trouvent que tout est trop dur. Ils n'ont pas envie de travailler. Donc, dès qu'il s'agit de faire un truc, ne serait-ce qu'une action toute bête, ils vont pas la faire. Bon. Donc, du coup, ils vont jamais rien gagner. Et donc, du coup, ils vont pas durer longtemps non plus chez toi. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand on promet juste de l'argent à ces gens-là, en général, les gens qui font ça, moi, ça m'intéresse pas, je le fais pas, mais proposent des produits très chers parce qu'on sait très bien que la personne restera pas longtemps. Donc, on lui vend le truc le plus gros possible tout de suite parce qu'on sait très bien qu'elle reviendra pas. Maintenant qu'on s'installe sur la durée, on peut avoir des produits moins chers et on sait que la personne, de toute façon, en prendra plus. Donc, on a une relation de confiance. On sait très bien que la personne, dans 10 ans, elle sera probablement encore là parce qu'elle est passionnée par le sujet, qu'elle n'est pas que là pour gagner de l'argent. Voilà. Maintenant, l'un des problèmes dans ce métier et le problème de ce métier, c'est que tout ça, c'est bien gentil parce que quand tu as trouvé une thématique qui correspond à ces critères-là, tu fais ton contenu, tu fais des formations, tu fais des vidéos et il reste à vendre. Et la vente, c'est tout un truc à apprendre et il y a plein de gens, ça leur parle pas. Parce que eux, la vente, c'est pas toi, c'est peut-être ton cas. La vente, c'est pas leur truc. Et dès qu'il faut vendre, ils se sentent un petit truc au cœur comme s'ils étaient... ils se sentent mal à l'aise. Voilà, c'est le mot. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle Lancement Express, le système complet sans rédiger d'email de vente. Alors, si tu fais des formations, ça va te permettre de faire tout un lancement de produit en 60 minutes. C'est-à-dire tu as besoin juste d'une heure, tu n'as pas besoin de savoir vendre et tu vas avoir toute la méthode, ça s'appelle Lancement Express, ça se trouve en dessous. Donc si tu es sur YouTube dans la description, si tu es sur mon site, c'est juste en dessous. Donc tu n'as plus besoin de faire de copywriting, c'est-à-dire d'écrire pour vendre, d'essayer de persuader à l'écrit. Tu n'as plus besoin de faire ça. Tu peux concevoir tout un lancement en 60 minutes. Il y a une méthode, c'est la méthode des 3 cours, celle que j'applique aujourd'hui, qui te permet de maximaliser tes résultats sans travailler beaucoup. Les secrets d'un lancement sans copywriting, c'est-à-dire sans écrire pour vendre, voilà, sans faire d'emails de vente en fait, tu vois. Parce que s'il faut que tu fasses des emails de vente tous les jours, t'as pas fini, en plus des vidéos, des formations à créer et tout. Donc j'ouvre le capot, je te montre tout, les automatismes, j'ai même un code que tu peux recopier sur ton propre site. Tu vas avoir mon organisation pour vendre sans vente, sans faire d'emails de vente. Donc comment j'ai divisé mon temps de travail par 5 sur les lancements, le process exact, la méthode 2x3 pour doubler l'impact de tes lancements rapides. Donc ce que j'appelle un lancement rapide, c'est un lancement où t'as quasiment rien à faire, c'est-à-dire en 60 minutes c'est plié. Et tu vas avoir tout le process, tout ça. Regarde ça, ça se trouve en dessous. Je crois que j'avais une autre page. Non, j'en avais pas d'autres. Si, elle doit être sur mon bureau. Peu importe, je suis un peu troublé par le chat. Ce que je te propose, si tu veux apprendre à faire des ventes sans passer par apprendre la vente, sans devoir rédiger des emails de vente tous les jours ou tous les 2 jours, bon, on en a vite marre de faire ça quand on se met à faire ça et c'est bien compréhensible. On a tous les autres trucs à faire à côté, les formations, les vidéos, les machins. S'il faut encore vendre à côté, notre cerveau, il explose. Donc si toi, tu te reconnais là-dedans, regarde ça. Tu as besoin d'1 heure par semaine pour créer tout un lancement. Ça se trouve en dessous. Je te remercie d'avoir été là
aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, j'en fais régulièrement, et je te mets 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube si tu veux continuer la visualisation, et je te retrouve sur la formation si tu veux, ou sur la présentation que tu peux recevoir en dessous, pour apprendre à faire des ventes sans vraiment faire de vente, enfin c'est-à-dire sans avoir à faire de vente, le système lancement express, le système complet, sans rédiger d'email de vente. Salut chez toi.